orphelins. Nous vous prions. Prenez soin d'eux. La souveraineté économique du Mali en marche à travers les retombées de ses ressources minières. Le président de la transition a remis ce matin des chèques géants aux collectivités pour le développement local. Plus de 18 milliards de francs CFA pour accompagner les collectivités dans la mise en œuvre des projets structurants. C'est une recommandation des ANR. À l'issue de la cérémonie, le président de la transition a accordé un entretien à nos reporters sur la transparence dans la gestion des fonds. 300 kits solaires pour les artisans du Mali, une initiative présidentielle qui vise à accompagner les bénéficiaires vers la transition énergétique et c'est là afin de les aider à surmonter les difficultés liées aux coupures d'électricité. Nous sommes allés à la rencontre de certains bénéficiaires qui voient leur activité fructifier. 2 semaines après le déclenchement de la guerre États-Unis-Israël-Iran, les universitaires maliens mènent la réflexion sur les conséquences économiques, politiques et religieuses en Afrique et singulièrement au Mali. Ils débattent du thème « Quel enjeu, quelle implication pour le Mali ?» Cette guerre a des conséquences surtout économiques et sécuritaires sur le Mali. À la tribune des Nations Unies, la ministre de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille a prononcé son discours ce mardi. Diarra Djeneba Sanogo a rappelé les réformes entreprises par les autorités de la transition, des réformes qui visent à améliorer les conditions de vie des femmes et des filles. Un discours qui cadre bien avec la vision du groupe africain. Vous servir est un réel plaisir. Merci pour votre fidélité à la grande édition de 20h de l'ERTM. Chers téléspectateurs, bonsoir et bienvenue à tous. Près de 19 milliards de francs CFA, c'est le montant du Fonds minier de développement local pour les 819 communes. Il a été remis ce jeudi aux collectivités par le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta. Ce fonds est alimenté par les sociétés minières et opérant au Mali selon les principes du nouveau code minier. Il est destiné à financer des projets structurants comme les infrastructures routières ou encore les adductions d'eau. Son utilisation est suivie par 3 comités. Les bénéficiaires saluent cette initiative qui est salutaire et contribue au développement directement. Sira Bachili nous donne les détails. La preuve matérielle de la réforme du secteur minier, des chèques géants aux collectivités remis par le président de la transition, général d'armée Assimi Goïta pour le développement local. Plus de 18 milliards 400 millions de francs CFA pour les communes du Mali. C'est le Fonds minier de développement local au titre de l'année 2025, alimenté par les titulaires des titres miniers d'exploitation de mines et les substances de carrière. C'est une doléance des assises nationales de la refondation concrétisée par le chef de l'État. À savoir transformer les richesses de notre sous-sol en progrès économique et social tangible pour nos communautés. Le Fonds minier de développement local constitue l'une des innovations majeures introduites par la réforme du Code minier de 2023. Il répond à une exigence fondamentale: faire du secteur minier un moteur de croissance économique et un instrument de solidarité nationale et de développement inclusif. Ce fonds minier de développement est un cumul de contributions des différentes sociétés minières avec 0,75% du chiffre d'affaires réalisé par trimestre par chaque société. Il est destiné au financement des projets probants repérés par les collectivités selon leurs besoins. La répartition est faite selon les critères et les montants varient selon les zones. Ces ressources, conformément aux dispositions de l'article 20 du décret numéro 2025-0179/PT-RM du 11 mars 2025 et aux conclusions des travaux du comité national de suivi, ont été répartis selon une clé qui traduit le principe de justice territoriale, à savoir 50% pour les communes impactées par l'exploitation minière,
25% pour les autres collectivités de la région impactée et 25% pour les collectivités des autres régions du Mali. La répartition des ressources entre les collectivités des autres régions suit des critères objectifs tels que le nombre d'habitants, l'indice de pauvreté, le niveau de mobilisation des ressources locales et la performance administrative des collectivités. Des lignes directrices d'investissement sont ainsi tracées pour atteindre les objectifs de développement. Il s'agit donc d'accompagner les collectivités dans la mise en œuvre de projets structurants, cela en lien avec les PDSEC, Programme de développement économique, social et culturel. Mesdames et messieurs les maires de Kéniéba, de Fourou, Danou, Kambila, Alafia, Yasso, Taboy et Kidal, Gadougou 2, les chèques symboliques qui vous sont remis aujourd'hui matérialisent l'engagement de l'État à accompagner les collectivités territoriales dans la mise en œuvre des projets structurants au bénéfice direct des populations en droite ligne de leur programme de développement économique et social, PDSEC. Il vous revient donc d'orienter ces ressources vers des investissements porteurs de transformations visibles et durables dans la vie de vos populations respectives, notamment la construction d'écoles et de centres de santé, l'amélioration de l'accès à l'eau potable et à l'électricité, la réalisation d'infrastructures routières et économiques, la création d'opportunités pour les jeunes et les femmes, la réduction des inégalités entre les territoires. Au problème commun donc des solutions à l'interne, une démarche saluée par les bénéficiaires qui trouvent que l'État a vu juste à travers la gestion locale des affaires publiques, une confiance qui engage. Cette initiative prouve une fois de plus, à notre égard, votre engagement en faveur du développement local harmonieux dans l'intérêt exclusif des Maliens. Cette remise de chèques géants donne espoir à toutes les collectivités territoriales maliennes, où qu'elles soient, de mobiliser davantage des ressources internes à travers une gestion saine des affaires publiques locales. La dynamique enclenchée favorise l'émulation entre les collectivités territoriales quand on sait que la péréquation des ressources du fonds minier de développement local est adossée à des critères qui sont pour la plupart en lien avec la bonne gestion des affaires publiques locales. L'utilisation des ressources du fonds minier est suivie par 3 instances au niveau communal, régional et national. Le secteur minier, une aile importante de l'économie malienne. Il représente près de 10% du PIB, 70% des recettes d'exportation et plus de 400 milliards de contributions aux caisses de l'État. Et ce fonds est une réponse du président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, aux aspirations du peuple lors des assises nationales de la refondation. L'objectif, selon le chef de l'État, est d'améliorer les conditions de vie des populations. Le comité communal va élaborer une liste de projets structurants selon les besoins des populations. Juste après la cérémonie de remise des chèques, le président de la transition a accordé une interview à notre reporter Sira Bachili. Suivons ensemble. Monsieur le Président, vous venez de présider la cérémonie de remise du Fonds minier de développement local. Quelle est votre vision à travers une telle initiative? Je voudrais féliciter le gouvernement et les services de la présidence pour la mise en œuvre des recommandations majeures issues des assises nationales de la refondation. Refondation au cours de laquelle le peuple malien a demandé à ce que les ressources précieuses, c'est-à-dire l'or, le lithium, le fer, le manganèse, profitent au peuple malien. Et cette recommandation phare ayant servi de boussole pour nous, nous a permis d'engager des réformes majeures dans le secteur minier. Et cela nous a amené à élaborer et adopter le nouveau code minier 2023 et la loi sur le contenu local. Dans le même cadre, nous avons continué avec les réformes et cela nous a permis de mettre en place 5 fonds miniers, et parmi lesquels le fonds minier de développement local
évidemment, qui revient pour la gestion au niveau de nos différentes communes. Donc nous sommes très heureux et très satisfaits d'avoir concrétisé ce vœu ardent du peuple malien. Et ce fonds minier de développement local devait être alimenté par les sociétés minières à hauteur de 0,75% de leur chiffre d'affaires trimestriel. Donc au cours de l'année 2025, le ministère des Finances a pu recouvrer environ 18 milliards et quelques pour les différentes communes du Mali. Et ces 18 milliards ont été répartis sur l'ensemble du territoire national. Les communes du Mali ont bénéficié chacun un montant. Et cette répartition a été faite à 3 niveaux. Et le premier niveau, évidemment, a concerné les communes qui sont directement impactées par les activités minières. Et ces communes ont bénéficié les 50% du montant. Ensuite, le deuxième niveau de répartition a concerné les communes moins impactées qui sont dans la région qui abrite les sociétés minières. Et ce deuxième lot a bénéficié 25% du montant. Le restant de 25% est revenu au restant des communes du Mali, c'est-à-dire les autres communes qui ne sont pas du tout impactées par les activités minières et qui n'ont pas la chance d'abriter des sociétés minières. Donc cela veut dire aujourd'hui que cette réalité et que les ressources doivent briller au profit du peuple malien commence à se mettre en place de plus en plus. Monsieur le Président, qu'est-ce qui va changer dans la vie des communes à partir de ce fonds? L'objectif recherché, c'est évidemment l'amélioration du bien-être de nos populations. Et ce montant aujourd'hui doit permettre aux différents maires, à travers des projets structurants, effectivement d'améliorer la condition de vie de nos concitoyens. Et cela va se passer dans un cadre bien établi, c'est-à-dire le comité communal qui se trouve au niveau des communes va élaborer une liste de projets structurants et la liste sera transmise au niveau du comité régional qui à son tour aussi va valider ces projets. Et en fin de compte, c'est le comité national qui regroupe les ministres et ce comité va valider ces projets. Donc, c'est en ce moment que les projets vont rentrer dans la phase d'exécution. Donc, le suivi se fera dans le même sens. C'est pour vous dire que nous allons suivre de près ces dispositifs pour qu'à la fin, tout le monde soit content. L'objectif principal, c'est effectivement l'amélioration des conditions de vie de nos concitoyens. Donc, les maires ont la possibilité d'élaborer un certain nombre de projets en fonction du montant reçu. Et ces projets peuvent aller de la construction des écoles, des centres de santé, et l'accès à l'eau potable, c'est-à-dire la construction des forages, les systèmes d'adduction d'eau, aussi l'amélioration des infrastructures routières et énergétiques. Donc tous ces projets aussi peuvent créer des emplois pour la jeunesse ou pour les femmes. Il y a tellement d'activités aujourd'hui dans nos communes. Donc c'est pour vous dire qu'il y a une panoplie d'activités qui peuvent être recommandées ou proposées par les maires. Et ces différents projets seront suivis jusqu'au niveau national. Ça va être selon les besoins des communautés, si je comprends bien. Exactement, c'est selon les besoins. Voilà. Donc, comme vous le savez, ce n'est pas toutes les communes qui ont les mêmes besoins au même moment. Et ça dépendra de la réalité de chaque commune. Et ces besoins peuvent être classés en catégories. Les besoins urgents, moins urgents et les besoins qui peuvent attendre. Donc, en fonction de ces besoins, nous allons procéder vraiment à la mise en œuvre de tous ces projets. Monsieur le Président, avoir un fonds à sa disposition, c'est bénéfique, mais le suivi est très important. Existe-t-il un mécanisme de suivi de l'utilisation de cet argent reçu par les bénéficiaires? Exactement, le fonds sera utilisé à bon escient. On n'a pas le choix, on ne va pas s'engager dans quelque chose et faire semblant. Ça n'arrivera pas. Et tout ce que nous allons faire à fond. Nous allons nous engager pour que vraiment, en fin de compte, nos concitoyens pourront apprécier le bien fondé de cette initiative. Donc il y a le comité communal qui regroupe les préfets. Ils vont veiller à l'exécution. Ensuite, il y a le comité régional qui regroupe les gouverneurs. Ensuite, le comité national. Donc, tout comme on a dit aujourd'hui, on est engagé dans le cadre de la lutte contre la corruption. Chacun va s'engager vraiment à ce que ça se passe très bien. Donc, c'est pour vous rassurer le peuple malien que vraiment ce dispositif est déjà en place. La façon dont nous avons remis symboliquement les chèques ce matin, nous allons aussi apprécier à un moment donné l'effectivité, surtout les résultats de ces différents projets.
Et direction la primature, le PNUD accompagne le Mali dans la mise en œuvre de la vision 2063. C'est l'assurance donnée par le représentant résident du PNUD au Mali en fin de mission au Premier ministre ce matin. C'était au cours de l'audience que le chef du gouvernement lui a accordé. Le diplomate onusien a salué l'accompagnement du gouvernement dans la réussite de sa mission dans plusieurs domaines. Malay Diop à sa sortie d'audience au micro de Mamari Koné et Aliou Touré de la primature. J'étais passé voir le Premier ministre parce que je suis en fin de mission au Mali. Tout d'abord pour le remercier pour l'excellente collaboration que nous avons eue ensemble pendant tout le temps que je suis resté au Mali, et aussi lui réassurer encore de la présence du PNUD aux côtés du gouvernement du Mali pour l'accompagner dans ses efforts de développement. Le Premier ministre a reconnu la contribution du PNUD dans les efforts du pays. Ça nous a vraiment ravis et nous donne encore une fois beaucoup plus de courage et d'engagement à accompagner le pays. Le pays vient de développer sa vision, c'est-à-dire ils ont une vision claire de ce qu'ils veulent faire du Mali jusqu'en 2063. C'est un document stratégique d'importance qui va servir de guide à tout ce qui va se faire du point de vue du développement. Et le PNUD s'est engagé totalement dans cette direction-là. Et au moment où nous sommes, au moment où je suis en train de quitter le Mali, nous sommes en train de finaliser notre programme pays, qui est l'offre du PNUD pour accompagner le Mali pour les 5 prochaines années. Je dois vous dire que cette offre s'aligne totalement sur la déclinaison de priorités exprimées par le Mali dans ce document de vision et la stratégie nationale pour l'émergence et le développement durable, qui est la déclinaison décennale de cette vision. Donc je suis venu vraiment pour lui rassurer de ça, lui dire merci encore une fois pour tout l'accompagnement pendant mon séjour au Mali et lui indiquer que le PNUD sera un partenaire de choix du Mali pour accompagner le Mali dans sa marche vers le développement. Le soutien du président de la transition au secteur privé. Hier, nous vous parlions de la commande publique. Ce soir, le grand format s'intéresse à la remise de kits solaires à 300 artisans à travers le pays. L'initiative vise à orienter les bénéficiaires vers la transition énergétique dans un contexte dû aux coupures d'électricité. Notre équipe de reportage dirigée par Youssouf Diakité est allée à la rencontre de quelques bénéficiaires à Bamako qui voient leur activité fructifier, suivant le dossier de la rédaction. En remettant ces panneaux solaires aux artisans du Mali, le président de la transition matérialise ainsi une promesse présidentielle. Ceci est une réponse concrète à la crise énergétique que connaît le pays. Il faut le préciser, les bénéficiaires ont été sélectionnés suivant un processus totalement transparent sur la base de propositions faites par les chambres des métiers réparties sur toute l'étendue du territoire national. Vraiment parce que Mali artisanat. Le président de la transition nous a offert des panneaux solaires. Nous n'avons que des mots de remerciement à l'endroit du chef de l'État. Que la paix revienne au Mali. Panneau nafa kamna donaya alabado alakirabado alisauma courant sur ala. Nous ne pouvons pas estimer l'apport de ces panneaux solaires dans nos activités quotidiennes. Moi, j'ai fait la restauration. Il faut noter que le présent geste s'inscrit en droite ligne de l'initiative présidentielle 2025, année de la culture. Les lots se composent de batteries lithium, des panneaux solaires et accessoires permettant aux bénéficiaires de mener la plénitude de leurs activités respectives. Au moment où le président Assimi Goïta nous offrait ces panneaux solaires, on ne saurait pas à qui se confier que Dieu exauce tous ses vœux. Panneau de la Digam Kamayo Digifa, parce que c'est ça un reflet courant modèle Minani.
Les panneaux ont comblé toutes les attentes. Nous ne pouvons que remercier le président de la transition. On dirait qu'il a lu dans nos bases. En plus de la réception, les artisans bénéficient également d'une installation complète des équipements par les techniciens, mais aussi des conseils utiles pour leur utilisation. C'est pourquoi difficile pour le président de l'Assemblée permanente des chambres des métiers du Mali de cacher sa satisfaction relative à ce geste présidentiel hautement significatif pour l'artisanat malien. Au nom de l'ensemble des artisans du Mali, nous sommes très contents et nous saluons le président de la transition, le Premier ministre et notre ministre de tutelle pour cette belle opportunité offerte aux artisans. Il s'agit de quoi en réalité? Il s'agit de 300 kits solaires pour les artisans et les entreprises artisanales. Et sans oublier 1500 kits alimentaires tout récemment, sans oublier une lettre qui demande aux différents départements ministériels d'accorder 100 millions pour la production nationale, y compris les industries. Mais nous sommes prioritaires dans la fabrication des mets, des jus, des produits alimentaires, des rideaux, des décorations et autres, etc. Chacun a dans son intervention remercié particulièrement le président de la transition et de façon élargie l'ensemble du gouvernement malien, avec une mention spéciale pour le ministre de l'artisanat, pour qui sait que l'artisanat au Mali est un pilier fondamental de la culture et de l'économie, contribuant à plus de 24% au produit intérieur brut et employant plus de 40% de la population active. Le Mali ne manquera pas de carburant, mais la vigilance reste de mise. Si le ministre de l'Industrie et du Commerce rassure sur l'état des stocks nationaux, un pont noir persiste. Le gasoil fait l'objet d'une spéculation étouffante entre tensions dans le Golfe et manœuvres locales. À quelles mesures le gouvernement va-t-il prendre pour stabiliser les prix à la pompe? Les précisions de Moussa Alassane Diallo au micro de Aluceni Touri. Le cadre de concertation État, secteur pétrolier, GMPP et GPP était réuni aujourd'hui pour sa 17e session pour examiner à la fois l'état d'approvisionnement global de notre pays en produits pétroliers, mais aussi examiner les difficultés et les perspectives pour les jours à venir. C'est pourquoi la réunion a eu un examen approfondi de la situation globale de l'approvisionnement du pays en hydrocarbures sur la période du 2 au 12 mars 2026. Globalement, la réunion a constaté que l'approvisionnement de notre pays en produits pétroliers s'est fait de façon régulière et que les convois sécurisés par nos forces de défense et de sécurité se fait aussi à un rythme soutenu. Toutefois, la réunion a fortement déploré aujourd'hui les spéculations et les rétentions qui sont effectuées sur l'approvisionnement du pays en gasoil, toutes choses qui amènent donc des pénuries qui créent des files d'attente qui commencent à apparaître dans certains endroits de la ville. Il s'agit de gros porteurs qui peuvent venir prendre 3000 litres au niveau des stations pour aller les revendre, n'est-ce pas, dans des unités industrielles et à des prix qui ne sont pas contrôlés par l'État. Et c'est pourquoi, en toute responsabilité, la réunion d'aujourd'hui a décidé de plafonner l'approvisionnement de ces gros porteurs à 600 litres par camion et pour un délai de 72 heures. Je pense que cette disposition va nous permettre de contrôler et de rationner l'approvisionnement de ces gros porteurs afin de lutter contre la spéculation sur le gasoil. En deuxième point, la réunion a examiné aussi l'évolution des prix des hydrocarbures sur le marché international à la lumière de la guerre qui a éclaté dans la nuit du 27 au 28 février 2026 entre les États-Unis, Israël et l'Iran, et a analysé aussi les impacts que cela peut avoir sur l'approvisionnement du pays et sur l'évolution des prix sur le marché et à l'intérieur du pays. Et c'est pourquoi donc, sur instruction du président national chef de l'État, Jean-Darmé Assimi Goïta, le gouvernement a travaillé sur un plan de riposte par rapport à cela. Ce plan de riposte va être validé demain par une réunion interministérielle et pourrait être présenté la semaine prochaine en conseil des ministres. Mais d'ores et déjà, toutes les dispositions sont prises au niveau du gouvernement par anticipation pour que des mesures puissent être prises de façon à réduire autant que possible les impacts de cette crise sur l'approvisionnement de notre pays en termes de quantité, mais aussi sur l'évolution
l'évolution des prix par rapport aux populations. Je voudrais une fois de plus adresser toute notre reconnaissance aux forces armées de défense qui continuent à assurer la sécurité du convoi pour que notre pays puisse être approvisionné de façon régulière, mais aussi et surtout adresser aussi toute la reconnaissance du gouvernement au GMPP et au GPP pour leur accompagnement, leur solidarité au gouvernement pour la gestion optimum de cette crise. La guerre États-Unis-Israël contre l'Iran s'invite au sein de l'espace universitaire Kouroukan-Fouga de Bamako. Ils débattent du thème « Quel enjeu, quelle implication pour le Mali ?» Cette guerre a des conséquences surtout économiques et sécuritaires sur le Mali, selon le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, le professeur Bourema Kansaï. Le reportage de Seydou Traori. De plein pied dans les débats mondiaux avec la guerre du Moyen-Orient, l'université Kouroukan-Fouga de Bamako assure sa mission d'avant-garde d'activités scientifiques dans un monde en pleine mutation avec géopolitique à géométrie variable. Le choix du thème guerre États-Unis-Israël contre l'Iran, quel enjeu, quelle implication pour le Mali n'est pas fortuit. Il est important pour notre université de faire connaître aux étudiants, aux enseignants, les enjeux qui sont liés à cette guerre. Il est aussi utile de faire comprendre à nos étudiants, à nos enseignants, quelles peuvent être les implications géopolitiques, les implications sécuritaires, les implications économiques qui peuvent résulter de cette guerre. La conférence de débat animée par des chercheurs et experts en géopolitique était une opportunité d'expliquer de fond en comble la guerre en cours au Moyen-Orient. Ce conflit pourrait nous affecter sous 3 dimensions. Sur le plan sécuritaire, nous observons une recomposition des alliances terroristes depuis le 11 septembre 2001. Les flux d'armes s'intensifient et les groupes djihadistes actifs au Mali sont cyniquement instrumentalisés, devenant des pions sur l'échiquier global. Sur le plan économique, l'instabilité mondiale se traduit par une onde de choc palpable. La volatilité des prix des hydrocarbures, la perturbation des chaînes d'approvisionnement et une inflation galopante menacent nos économies et les efforts de développement. Sur le plan de la souveraineté, en tant que nation, nous avons affirmé notre volonté d'exercer pleinement et entièrement notre souveraineté. Mais cela implique une vigilance constante, une capacité à naviguer avec discernement entre les blocs, à résister aux injonctions qui limiteraient notre autonomie décisionnelle. Dans un débat soutenu, les conférenciers ont exposé en profondeur les fondements idéologiques et économiques du conflit, les nouvelles stratégies de domination et exposé les menaces pesant sur le Mali et la Confédération AES. Plus de 95% de la population malienne est musulmane, alors que l'Iran c'est un pays foncièrement musulman, dont beaucoup de Maliens peuvent se sentir, en termes de solidarité religieuse, affectés déjà par ce conflit. Mais d'un autre côté, nous sommes dans un monde où le lead, en tout cas sur les questions de libéralisme économique et de démocratie, sont portés par les États-Unis, où certains vont se sentir aussi, n'est-ce pas, dans cette foule-là, impactés par ce qu'on pourrait appeler une sorte de conflit de civilisation qui pourrait être engagé là. Le Mali est un pays essentiellement importateur de certains produits utiles à la vie de la population. Et parmi ces produits, on peut citer les hydrocarbures. À plus de 6000 km à vol d'oiseau du Moyen-Orient, le monde universitaire malien suit avec intérêt cette guerre pour ne pas subir et aussi avoir un narratif venant de ses universitaires. Le ministre de la Communication, de l'économie numérique et de la modernisation de l'administration a présidé cet après-midi la cérémonie de remise des médailles à des agents relevant de son département. Ils sont près de 20 personnes à être décorées de la médaille de chevalier de l'Ordre national du Mali et de celle du mérite national avec effigie Lion debout. Occasion pour le ministre de la Communication de les remercier pour le service rendu. Le reportage de Youssouf Diakité.
Cette décoration fait suite à l'engagement patriotique et au don de soi des récipiendaires pour la cause de la nation. C'est pourquoi le ministre de la Communication n'a pas hésité de les adresser les félicitations des autorités de la transition. Une reconnaissance de l'État bien méritée, dit-il. Monsieur Ibrahima Haïdara, Monsieur Alassane Suleiman, Madame Fanta Kumba Karabe, Monsieur Soumeli Aboukrin Diko, représenté, Madame Minata Cécile Toukara, Monsieur Abdul Aziz Mangani, représenté. Au nom du président de la transition, chef de l'État et en vertu des pouvoirs qui me sont conférés, nous vous faisons chevalier de l'ordre national du Mali. La deuxième étape a concerné les récipiendaires de la médaille du mérite national avec effigie Lion debout, toute une fierté pour les médaillés du jour. Permettez-moi tout d'abord d'exprimer nos sincères remerciements et notre profonde reconnaissance à Monsieur le ministre, ainsi qu'aux plus hautes autorités de notre pays pour l'honneur qui nous est fait aujourd'hui à travers ces distinctions. La médaille qui nous est décernée représente bien plus qu'une reconnaissance individuelle. Elle symbolise la reconnaissance par la nation de l'engagement, de la loyauté et du dévouement dont font preuve les femmes et les hommes qui œuvrent quotidiennement au sein des structures de notre département ministériel. Sachez que les médailles que vous recevez aujourd'hui, vous les méritez amplement. En tout cas, c'est ce que je crois, parce que je pense qu'il faut récompenser les méritants, conseiller les déméritants. Aujourd'hui, vous faites partie de ceux qui font la fierté de notre département et la fierté de la nation malienne. Ces médailles ne sont pas de simples distinctions. Ce sont aussi des témoignages de la reconnaissance du ministère et de la nation malienne à vos efforts. Je vous invite à persévérer, je vous invite à chercher plus de médailles et je vous souhaite d'avoir plus de médailles. Je félicite aussi ceux qui autour de nous ici ont travaillé mais qui n'ont pas pu avoir de médailles, pas parce qu'ils étaient déméritants, mais parce que tout simplement le nombre de médailles que le grand chancelier ici m'a attribué n'était pas illimité. L'instant a été immortalisé par une photo de famille. Il invite au travail bien fait au service de la nation. Et la même activité a eu lieu hier à la Haute Autorité de la Communication. Les récipiendaires ont été faits chevaliers de l'Ordre national du Mali et d'autres ont reçu la médaille du mérite national avec effigie Lion debout. Ces distinctions sont le fruit de leur courage et de leur engagement dans l'exercice de leur profession. La cérémonie de remise a été suivie par Aridou Matina. Structure de régulation du secteur médiatique malien, audiovisuel, presse écrite, presse en ligne et publicité, la haute autorité de la communication dans l'accomplissement de sa mission de régulation en vue d'encadrer, voire assainir le paysage médiatique, s'appuie sur un personnel engagé et dévoué. Et le mérite de ces hommes et femmes qui œuvrent inlassablement pour le rayonnement de l'organe au bonheur du pays est magnifié et célébré à travers cette cérémonie de décoration. La nation reconnaissante rend hommage à certains membres et agents de la HAC qui sont Aboukar Banizan, Amidou Keita, secrétaire permanent de l'organe, et surtout celle que l'on appelle la douane de la presse, Ramatadja, tous élevés au grade de chevalier de l'ordre national. Ensuite, 5 autres membres et personnels d'appui, dont Saba Sissoko, chef de la cellule de communication de la structure, se sont vus décerner la médaille du mérite national avec effigie Lion debout. À travers ces distinctions, les plus hautes autorités de notre pays, sur votre proposition, Monsieur le Président, honorent aujourd'hui des parcours faits d'efforts, de persévérance et d'engagement. Des parcours souvent discrets, mais toujours guidés par une même conviction, c'est-à-dire servir l'État et contribuer au progrès de notre pays. Nous sommes pleinement conscients que ces distinctions ne marquent pas la fin d'un parcours. Elles sont plutôt un rappel à faire davantage de rigueur, davantage de professionnalisme, davantage d'engagement au service de l'intérêt général. De nos jours, la communication occupe une place majeure dans la vie de nos sociétés. C'est ainsi que la haute autorité de la communication se félicite de l'engagement de son personnel pour l'atteinte des objectifs, notamment les récipiendaires du jour. Ces distinctions sont le fruit de votre dévouement et votre engagement dans l'accomplissement des missions à vous confiées. Vous avez su faire preuve de ponctualité, d'intégrité et d'assiduité
dans l'exercice de vos missions et c'est à votre honneur. À ma qualité de président de la haute autorité de la communication, je tiens au nom de l'ensemble des membres du collège, de l'administration de la HAC et au personnel et aux miens propres à vous féliciter pour votre courage, votre mérite et votre fidélité et vous dire combien nous sommes heureux de partager ces moments avec vous. Dans un secteur médiatique de plus en plus complexe, marqué par la guerre informationnelle, le président de l'organe de régulation a exhorté l'ensemble de ses membres et personnels à redoubler d'efforts pour promouvoir davantage une communication équilibrée, vérifiée et responsable. Et félicitations à tous les récipiendaires. Nous ouvrons donc la page AES de cette édition, c'est juste après le jingle. Nous entamons la page AES de cette édition par l'audience que le président de la République du Niger a accordée à l'ambassadeur de la République de Cuba. Au centre des échanges, la situation réelle que vit son pays actuellement et les questions de sécurité. Le compte-rendu de cette audience avec Jocelyne Amoussou. Le président de la République, chef de l'État, le général d'armée Abdraman Tiani, a échangé avec l'ambassadeur de Cuba au Niger sur divers sujets dont la sécurité. L'ambassadeur de Cuba au Niger, qui au cours des échanges a exposé la situation de son pays au président de la République du Niger. Je fais actualiser au président Tiani de la situation actuelle à Cuba. À partir d'un renforcement du blocus du gouvernement des États-Unis contre Cuba à partir d'un grand embargo pétrolier. Dans ce moment, la situation à Cuba avec beaucoup de coupures d'électricité, Cuba, le gouvernement cubain a pris des mesures pour maintenir les hôpitaux, les écoles, mais vraiment c'est très, très, très difficile. Mais bon, comme toujours, le peuple cubain sera victorieux, comme le peuple nigérien, devant tous ces défis. Mais surtout, nous comptons avec la résistance de notre peuple et la solidarité mondiale, et la solidarité et l'amitié du peuple nigérien. La République de Cuba est un État insulaire des Caraïbes qui dispose de ressources naturelles importantes, dominées par l'exploitation minière. Il est l'un des premiers producteurs mondiaux de nickel et possède d'importantes réserves de pétrole offshore. Le Premier ministre du Burkina Faso, Rim Talba Jean-Emmanuel Ouedraogo, s'est entretenu hier avec une délégation du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Les échanges ont porté sur l'appui du HCR au gouvernement burkinabé, notamment le cas des déplacés internes à Kaya. Le compte-rendu de cette audience avec Romial Patristoy. Cette audience avec le chef de l'exécutif burkinabé est l'occasion pour la délégation du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés HCR de saluer les actions du gouvernement dans l'accompagnement des personnes déplacées internes. Le HCR salue surtout la détermination et la résilience des Burkinabés face au choc sécuritaire. On a parlé principalement aussi, bien sûr, de l'autonomie ou l'autosuffisance économique, socio-économique des déplacés. Et c'était vraiment une opportunité pour nous de souligner le fait que les programmes du HCR s'alignent complètement avec les priorités gouvernementaux aussi, ici. Et parce que le Premier ministre a souligné le fait que le gouvernement travaille vraiment pour assurer l'indépendance et l'autosuffisance du peuple burkinabé, y compris les personnes en situation de déplacement, les retournés et aussi les réfugiés qui se trouvent parmi vous ici dans le pays. Le chef du gouvernement, Rim Talba Jean-Emmanuel Ouedraogo, a à cette occasion invité la structure onusienne à s'inscrire dans la dynamique des réformes engagées pour assainir le secteur de l'humanitaire.
Une vision partagée par la délégation du HCR qui réaffirme son engagement à aligner ses programmes sur les priorités définies par le gouvernement burkinabé. Et donc pour nous, c'était vraiment quelque chose de très bienvenu parce que notre vision est exactement pareille. Nous aussi, on œuvre dans ce sens-là. C'est vraiment pour encourager l'autosuffisance et la résilience du peuple et des déplacés internes, mais aussi des réfugiés et les retournés et les communautés hautes ici dans le pays. Nous restons à l'étranger, direction New York pour parler des activités de la 70e session ordinaire sur la situation des droits des femmes et des filles. Le Mali était à l'honneur ce mardi à la tribune des Nations Unies où la ministre de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille a prononcé son discours. Diarra Djeneba Sanogo a rappelé les réformes entreprises au Mali en faveur de la promotion des droits de la femme et des filles. Cette déclaration s'inscrit en droite ligne de la vision du groupe africain. Les grandes lignes de sa déclaration avec notre envoyé spécial à New York, Inaba. À la tribune des Nations Unies, la voix du Mali a résonné. Le ministre de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille, dans son allocution, fait ressortir les avancées du Mali dans le domaine de l'égalité des chances entre les femmes et les filles. Dans son introduction, Diarra Djeneba Sanogo a fait l'état démographique de la population malienne. Selon le dernier recensement général de la population et de l'habitat, numéro 5 de 2022, les femmes et les filles représentent 49,7% de la population. Malgré ce pourcentage, la problématique de l'accès à la justice des femmes et des filles se pose dans notre pays. C'est pourquoi le gouvernement a entrepris des réformes importantes, y compris dans le domaine judiciaire. Pour promouvoir les droits des femmes et des filles qui représentent 49% de la population, le gouvernement a entrepris des réformes importantes, y compris dans le domaine judiciaire, notamment avec l'adoption d'un nouveau code pénal assorti d'un code de procédure pénale qui réprime plusieurs formes de violence à l'encontre des femmes et des filles. La création de chambres criminelles au niveau des tribunaux de grande instance pour une diligence rapide des dossiers de nature criminelle. La mise en œuvre de la nouvelle charte judiciaire qui vise à faciliter l'accès à la justice, en particulier par les femmes et filles victimes de violences. L'extension des compétences du pôle judiciaire spécialisé de lutte contre le terrorisme et la criminalité transnationale organisée aux crimes liés aux violences sexuelles commis lors des conflits. La création du pôle judiciaire de lutte contre la cybercriminalité, l'implication de la justice dans l'animation des One-Stop Centers, la mise en place d'un numéro vert de signalement des cas de violation des droits ou de violence. Le projet Prison Mandela, dont l'objectif est d'humaniser les maisons de détention tout en mettant un accent particulier sur la prise en charge des besoins spécifiques des femmes et des filles. Pour la responsable du département de la femme, la participation du Mali à la CSW 70 est une nécessité stratégique pour défendre les intérêts nationaux, faire entendre la voix des femmes maliennes sur l'échiquier international. Il s'agit d'influencer les normes mondiales en matière d'égalité des sexes et de mobiliser des appuis techniques et financiers pour la mise en œuvre de ces politiques. Le gouvernement s'est doté de la vision Mali 2063, un document cadre de sécurité, de bonne gouvernance, de justice et de développement socio-économique. Je termine en réaffirmant l'engagement du Mali à œuvrer afin de garantir des conditions de vie dignes et justes à toutes les Maliennes et Maliens dans un État souverain et prospère. Établi en 1946 par la résolution 11 du Conseil économique et social des Nations Unies, la Commission de la condition de la femme CSW représente le principal forum international dédié à l'avancement des droits de la femme et à la promotion de l'égalité des sexes. Le ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation a présidé ce matin l'ouverture des travaux de la 36e session du conseil d'administration de l'ANCT. Parmi les sujets abordés, la reconstruction du marché de Médine et plusieurs autres projets structurants dans le cadre du développement. Cette année, l'ANCT se fixe un budget de près de 40 milliards de francs CFA. Le reportage de Moussa Kamara.
Dans un contexte marqué par l'importance croissante de la décentralisation dans les politiques publiques, la 36e session du conseil d'administration de l'ANICT s'est tenue sous le signe de la responsabilité. À quelques jours de l'adoption du nouveau texte de l'agence par le conseil des ministres, les administrateurs ont examiné les bilans des activités, la gestion financière et les perspectives d'investissement au profit des collectivités territoriales. En termes de bilan, pour l'année 2025, le plan de travail et le budget annuel de l'agence comptaient 71 activités pour un budget prévisionnel de 39 milliards 134 millions 636 997 francs CFA. En plus des activités courantes de financement et de suivi des réalisations de projets d'investissement des collectivités territoriales, l'ANICT a en 2025 mobilisé les reliquats issus des dernières phases des programmes d'appui aux collectivités territoriales, Pacte 5 et Pacte 6. Ainsi, les reliquats des Pacte 6 d'un montant de 1 milliard 377 millions 509 700 francs CFA ont servi à l'électrification solaire de 96 infrastructures de santé construites dans le cadre des précédentes phases du pacte. Véritable bras financier des collectivités territoriales, l'ANICT contribue à la réalisation d'infrastructures essentielles, écoles, centres de santé, marchés et routes pour améliorer les conditions de vie des populations. Pour 2026, l'agence entend renforcer davantage ses interventions. Pour 2026, il y a à peu près un budget de 22 milliards qui a été réparti entre les collectivités territoriales provenant des ressources de l'État. Il y a ensuite un budget à peu près de 7 milliards provenant des partenaires techniques et financiers pour accompagner les collectivités territoriales. Nous comptons spécialement accompagner la mairie du district pour la construction du marché de Souninkura qui a connu un incendie il n'y a pas très longtemps. Et au-delà de ça, nous allons à l'interne même, il y a des réformes qui viennent de passer au niveau du conseil des ministres où l'ANICT va maintenant englober les ADR. Donc ça c'est une mission très importante. Il faudra qu'on puisse opérationnaliser pour que l'appui aux collectivités territoriales ne soit pas interrompu. À l'issue de cette session, l'ANICT réaffirme sa volonté de consolider son rôle de levier de développement local en soutenant des projets porteurs d'espoir pour les collectivités plus fortes, plus autonomes et tournées vers l'avenir. Le ministre de la Jeunesse et des Sports, chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne, a présidé la 9e session du conseil d'administration du service national des jeunes. Les administrateurs se sont félicités des résultats enregistrés par la structure dont la 6e cohorte est en formation au centre d'instruction de Bafo. Le reportage de Abdul Karim Kaba. Centre de formation par excellence, le service national des jeunes SNJ Mali est une institution de formation civique, physique et professionnelle instaurée pour renforcer le patriotisme, la cohésion sociale et la défense nationale. Cette 9e session de son conseil d'administration se tient dans un contexte particulier avec la formation d'une nouvelle cohorte au centre d'instruction de Bafo. Sur les 7 activités inscrites au plan d'action 2024, 5 ont été réalisées, soit un taux d'exécution physique de 71,42%. Et 2 n'ont pu être réalisées pour insuffisance de ressources en raison de contraintes économiques et financières de notre pays. Cela me permet de rappeler une des recommandations faites à la dernière session ordinaire, celle de générer des fonds pour le SNJ. Ces ressources pourraient compléter les énormes efforts de l'État. Quant à l'exécution financière, je note avec vous que le crédit notifié, qui est de 3 277 812 332 francs, a été exécuté à hauteur de 3 256 737 598 francs CFA, soit un taux d'exécution de 99,35%. Afin de former des agents bien engagés pour la nation, le SNJ Mali, depuis son instauration à nos jours, il a formé 6 cohortes. Sur le plan de la formation, le SNJ a été auréolé par la sortie de la 6e cohorte d'un effectif de 1539 admis à la fonction publique de l'État, qui ont été présentés au drapeau le 9 octobre 2025 sous la très haute présidence
de son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État. De 2018 à 2025, 6 cohortes ont été formées au centre d'instruction de Bafo. Cette série de formations nous conforte dans l'idée que le SNJ constitue un passage obligé pour faire des agents de l'État des citoyens bien formés, responsables, aguerris et susceptibles de servir partout où le besoin se fera. Afin de répondre pleinement à son statut, le ministre de la Jeunesse et des Sports, chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne, Abdelkassim Ibrahim Fomba, exhorte les administrateurs à un travail minutieux pour l'atteinte des objectifs en question, la formation militaire, le patriotisme, la citoyenneté et la défense. Plus de 2 milliards de francs CFA, c'est le budget prévisionnel 2026 du laboratoire central vétérinaire, un budget en baisse de 8,8% par rapport à l'exercice 2025. Le budget a été discuté et validé par les administrateurs de la 41e session du conseil d'administration de la structure tenue ce matin à Bamako. Le point avec Fantama Magnantao. Le laboratoire central vétérinaire constitue un outil précieux pour le développement de l'élevage au Mali. La structure, qui tient sa 41e session ordinaire, compte donner plus d'élan à sa vision. Cette expertise confère au LCV une dimension régionale en matière de fabrication et de contrôle de qualité des vaccins au sein de l'UEMOA et dans la sous-région ouest africaine, tout en s'impliquant dans la recherche en santé animale. Malgré la crise énergétique persistante, le laboratoire central vétérinaire a su faire preuve de résilience en maintenant des niveaux de production comme en témoignent les résultats suivants. Un taux de production de vaccins de 70,07%, 14 803 échantillons ont été analysés pour le diagnostic des maladies animales. 228 lots de vaccins et 294 échantillons d'aliments ont été contrôlés afin d'évaluer leur qualité microbiologique. Malgré les défis rencontrés au cours de l'année 2025, le LCV a su maintenir une stabilité remarquable. Le défi actuel, c'est que d'abord, on a besoin d'énergie. La plupart des intrants que nous utilisons nous viennent de l'international. Et le trafic international connaît de sérieuses perturbations qui impactent sur nos activités. S'agissant du budget prévisionnel au titre de l'année 2026, il connaît une diminution de 8,8%. Le budget prévisionnel pour l'année 2026 s'élève à 2 583 208 000 francs CFA contre 2 935 514 000 francs CFA en 2025, soit une diminution de 8,8%. Cette baisse est due à la réduction des subventions de l'État qui passe de 995 514 000 francs CFA en 2025 à 827 208 000 francs CFA. Les fonds propres du LCV passent de 1 860 000 francs CFA à 1 680 000 francs CFA. La direction générale du laboratoire central vétérinaire persiste à prendre toutes les mesures nécessaires pour consolider les résultats de production, le contrôle des qualités et le diagnostic. Le ministre de la Communication, de l'économie numérique et de la modernisation de l'administration a présidé cet après-midi la cérémonie de signature de convention entre le département et l'UNICEF. L'objectif est de renforcer la lutte pour la protection des enfants avec le renforcement des capacités opérationnelles des médias publics, l'ERTM et l'AMAP. C'est pourquoi l'un des moments forts de la cérémonie, c'était la remise de 2 véhicules au ministère de la part de l'UNICEF. Le reportage de Youssouf Diakité et de Toumani Diabaté. Le ministère de la Communication et l'UNICEF renforcent leur partenariat déjà dynamique avec la signature de cette convention dans le cadre de la protection des droits de l'enfant au Mali. La dite convention est signée entre l'UNICEF, la Direction générale de l'ORTM et celle de l'AMAP. Cette convention, faut-il le préciser, est une composante essentielle du programme Enfants et Médias dont l'objectif est de renforcer le rôle des médias publics dans la promotion des droits de l'enfant au Mali. La signature des protocoles d'entente qui nous rassemble aujourd'hui
consolide également notre ambition commune, produire du contenu médiatique de qualité, renforcer les capacités des journalistes pour la promotion des droits de l'enfant, renforcer le réseau des enfants journalistes soutenu par la MAP et l'UNICEF et promouvoir un journalisme responsable, sensible aux droits de l'enfant. Le partenariat entre l'UNICEF, le ministère de la Communication, la MAP et l'OATM date de 1993 et s'est construit au fil des années autour d'une ambition commune, faire des médias un levier essentiel pour promouvoir les droits de l'enfant au Mali. Au-delà d'une simple collaboration technique, cette relation a évolué pour devenir un véritable engagement partagé, fondé sur une volonté de produire des contenus médiatiques de qualité, de renforcer les capacités des journalistes et amplifier la voix des enfants à travers le réseau des enfants journalistes. Je voudrais, au nom du département, adresser mes sincères remerciements à l'UNICEF pour son engagement constant aux côtés du Mali et pour la qualité du partenariat qu'il entretient depuis de longues années avec les structures relevantes de notre secteur, notamment l'AMAP et l'ORTM. Vos appuis successifs ont permis de faire avancer des initiatives utiles, concrètes et porteuses d'avenir en faveur des enfants, de leur expression, de leur protection et de leur participation dans l'espace médiatique. Cette collaboration exemplaire entre les ministères, l'UNICEF, l'AMAP et l'ORTM s'inscrit dans une vision commune, mettre la communication publique et les médias au service de l'intérêt général, en particulier des droits et bien-être de l'enfant. L'un des moments solennels de cette cérémonie, c'était la remise de 2 véhicules au ministère de la Communication par l'UNICEF pour le suivi correct des activités contenues dans la Convention. Nous sommes au 23e jour du mois de Ramadan. L'opération Sunkalo Solidarité se poursuit à la grande satisfaction de la population à Bamako et à l'intérieur du pays. Les ministres en charge de la communication et de l'industrie étaient hier mercredi dans les arrondissements 5 et 6. Moussa Alassane Diallo et Alamdou Ag Ilienne ont communié avec la population autour du iftar. Une occasion saisie par les ministres pour expliquer quelques actions du gouvernement visant à améliorer les conditions de vie de la population. Nos reporters sont Mariam Koulibaly et Draman Sanogo qui étaient à Niamakoro et Sabalibougou. Pour soutenir les populations qui ressentent le plus de poids des difficultés quotidiennes, la solidarité s'est invitée à la table des habitants du 6e arrondissement de Bamako. À l'initiative des autorités du pays, un repas de rupture collective a rassemblé plusieurs familles, issues des couches les plus vulnérables, un moment de partage et de fraternité. Les repas ne sont pas faits tout simplement dans un but de restauration, mais c'est aussi pour pouvoir pousser les gens à s'aimer. Parce que c'est très bien de partager des repas conviviaux, et parce que la convivialité, elle porte beaucoup pour la cohésion nationale. Mon message, c'est de demander aux populations de poursuivre, n'est-ce pas, tout ce qui peut permettre des rencontres de ce genre, même après le mois de Ramadan, de continuer à se voir, parce qu'aujourd'hui, nous avons eu quand même une tribune qui n'est pas du tout facile. Il y avait des membres du gouvernement, il y avait des sous-préfets, il y avait des chefs de village et il y avait des maires. Donc vraiment, c'est tout un ensemble de responsables vraiment très bien hiérarchisés et puis qui portent aujourd'hui le présent et l'avenir du pays. Le représentant du chef de quartier de Niamakoro et le responsable du site Sungalo Solidarité ont salué à sa juste valeur cette initiative de rupture collective du ministre avec les habitants. Toute personne qui offre à manger en ce mois béni de Ramadan accomplit un acte dont seul Dieu peut véritablement récompenser la valeur. Nous remercions le ministre et sa délégation pour ce déplacement et cette marque d'attention à l'endroit des populations. Nous souhaitons avoir ce genre de visites venant du gouvernement, que ce soit une répétition, pas dans cette année seulement. Au-delà du simple repas de rupture, cette rencontre à Niamakoro a surtout été un moment de proximité et d'écoute entre autorités et citoyens. Une table de solidarité qui, en ce mois de Ramadan, rappelle que le partage reste l'un des points les plus solides pour rapprocher les gouvernants des populations les plus vulnérables. En allant à la rencontre des habitants de Sabalibougou, le ministre de l'Industrie et du Commerce confirme une fois de plus cette volonté des autorités maliennes à se rapprocher davantage de la population. Autour d'un menu bien dressé, le ministre Diallo s'imprègne des préoccupations de la population à travers un dialogue franc et courtois. C'est une occasion
à l'ensemble de la communauté musulmane de se retrouver durant ce mois béni de Ramadan. Le mois de Ramadan qui est un mois de communion, un mois de solidarité, un mois de générosité, mais aussi un mois d'entraide. C'est un mois qui est fortement propice au pardon, à la réconciliation, à la paix, à la cohésion sociale et au vivre ensemble. Quant à la population, elle s'est réjouie de partager ce moment si précieux qu'est la rupture du jeûne avec une des autorités du pays depuis leur lieu de résidence. Une démarche saluée qui témoigne de toute l'attention qu'accorde le gouvernement au vécu de la population. Recevoir un ministre dans sa commune à l'occasion de la rupture collective du jeûne, vraiment ça nous réconforte. Et l'occasion nous est donnée pour que nous pensions à notre patrie, qui est le Mali, qui est dans une situation difficile. Donc il est demandé à chacun de nous de contribuer d'une manière ou d'une autre à la stabilité de notre pays. La rencontre qui se voulait solidaire s'est déroulée dans une parfaite symbiose, réunissant différentes couches dans un élan de partage et de prière pour un Mali uni et prospère. Les ministres des Affaires étrangères et de la Refondation, eux, étaient à Nyarela et Sotuba pour le même exercice. La population a salué cette initiative qui crée le contact direct entre la base et le sommet. Abdoulaye Diop et Dr Yaya Gologo ont invité leurs compatriotes à soutenir les autorités dans le processus de la Refondation pour le retour de la paix au Mali. Nos reporters sont Daouda Kone et Moussa Kamara. À Sotiba Dougokoro, l'ambiance est particulière en ce 22e jour du mois béni de Ramadan. Quelques minutes avant l'appel à la prière, des centaines de fidèles se rassemblent sur le terrain de football pour rompre le jeûne. Cette initiative dénommée Sungalo Solidarité réunit jeunes, femmes et personnes âgées dans un moment de fraternité et de partage. Elle est saluée par les habitants comme un geste fort de solidarité. Pour la population de la commune, particulièrement celle de Sotiba, c'est une joie et c'est une fierté. Nous ne faisons que remercier et féliciter l'initiative prononcée par le président de la tradition, à la personne du général Assimi Goïta. Nous le remercions et tout le ministère, tout le gouvernement, et nous leur disons merci. Que ce soit une action de continuité, une action de prospérité et une action de soutien. Le ministre des Affaires étrangères, Abdoulaye Diop, a profité de l'occasion pour partager ces moments avec la population. Pour le chef de la diplomatie malienne, ces actions citoyennes jouent un rôle essentiel dans le renforcement de la cohésion sociale et la promotion du vivre ensemble. Dans le cadre d'une initiative du président de la transition, son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, du gouvernement également, de faire en sorte que dans ces moments de piété, dans ces moments de partage, que les membres du gouvernement soient aussi sur le terrain pour pouvoir passer ces instants parmi nos frères, nos sœurs, que nous puissions faire la rupture du jeûne, que nous puissions ensemble partager nos prières, nos vœux, mais aussi continuer aussi à prier ensemble pour que la vie de tous les jours s'améliore pour nos compatriotes. Nous savons que notre pays traverse des moments extrêmement difficiles et que nous avons, malgré les efforts des autorités, nous avons besoin de l'aide de Dieu pour pouvoir nous accompagner, pour pouvoir passer ces moments difficiles. Dans le quartier de Sotiba Dougokoro, cette rupture collective aura marqué les esprits. Une soirée de foi, de générosité et de communion qui rappelle qu'en période de Ramadan, la solidarité demeure l'un des liens les plus forts entre les Maliens. Dans le cadre de l'initiative présidentielle dénommée Sungalo Solidarité, la population de Nyarela dans le 2e arrondissement du district de Bamako s'est mobilisée pour réaffirmer leur soutien aux autorités de la transition. J'ai été accueilli avec cet élan de fraternité, d'enthousiasme, et cela traduit simplement le savoir-vivre malien. Donc on s'est réjoui de cette ferveur, on peut même dire de ferveur populaire.
En commune 2 du district de Bamako, le ministre a pris part à la rupture collective du jeûne avec les habitants dans un esprit de solidarité et de cohésion sociale. Ce moment aussi est précieux. Le mois de Ramadan coïncide avec le carême chrétien. Quelle symbolique! C'est pour dire tout simplement que ce dialogue interreligieux ne fait que fortifier cette union sacrée pour un Mali de paix. Le ministre a profité de l'occasion pour lancer un appel aux Maliens de se donner la main afin de faire face aux défis auxquels le pays est confronté. Et les habitants du quartier de Nyomi-Rambougou n'oublieront pas de sitôt la date du 11 mars 2026. Dans un cadre convivial, ils ont échangé directement avec les ministres de l'élevage et de la pêche et celle en charge de l'environnement avant de partager les mêmes plats à la rupture du jeûne. Cette opération dénommée Sungalo Solidarité est appréciée par la population. Le reportage de Djema Moussa Konati. Les habitants du 3e arrondissement du district de Bamako ont accueilli dans l'allégresse les ministres de l'élevage et de la pêche et celles en charge de l'environnement, de l'assainissement et du développement durable au terrain de Nyomi-Rambougou. Les ministres ont partagé le repas de rupture avec les concitoyens toutes catégories confondues. Les autorités coutumières voient en cette initiative un acte de rassemblement, de renforcement du vivre ensemble et d'unité. C'est la première fois qu'on voit ça. Nous avons plus de 60 années d'indépendance. Aucun chef d'État, aucun gouvernement n'a organisé une manifestation aussi populaire que celle-là dans tous les pays. Les deux membres du gouvernement ont salué les habitants de Nyomi-Rambougou pour leur résilience et la confiance placée en eux par les autorités de la transition. Cette grande mobilisation a permis aux deux membres du gouvernement de comprendre que les habitants de Nyomi-Rambougou sont engagés aux côtés des autorités de la transition. Remercier les populations pour leur résilience, pour l'accompagnement au niveau de la transition. Nous avons partagé ensemble le repas de rupture. Nous avons fait des bénédictions ensemble pour le Mali, pour la transition, pour que un Mali apaisé, un Mali debout, un Mali qui gagne. C'est vraiment, nous partons le cœur plein de joie pour avoir été bien reçus et bien compris. Et des messages forts ont été donnés pour dire que les populations sont avec la transition. Les habitants de Nyomi-Rambougou ont plaidé pour la pérennisation de cette initiative du président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta. Le partage des repas de rupture, la prière et les bénédictions pour le Mali et les autorités de la transition ont marqué cette rupture collective de jeunes. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique était hier dans le 4e arrondissement dans le cadre de l'opération Sungalo Solidarité. Quant au secrétaire général du ministère de la Sécurité et de la Protection civile, lui était à Kati pour la rupture du jeûne. Les temps forts avec Aliou Abdoulaye Touré et Ibrahim Kaoukonati. En ce mois de Ramadan, l'opération Sungalo Solidarité se distingue comme l'une des activités les plus marquantes en faveur des populations maliennes. C'est dans cet esprit de solidarité avec les citoyens que le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a pris part à l'exercice dans le 4e arrondissement du district de Bamako. Je pense bien que cette solidarité représente une forte valeur de notre pays qui est affirmée ici et qui doit être maintenue, qui doit être élevée au plus haut niveau. Nous sommes très ravis ce soir de nous retrouver à Amdalaï avec les autorités administratives, les autorités coutumières, les chefs de quartier, la jeunesse, les femmes, les enfants, tout le monde est mobilisé ici. Je voudrais à cet effet remercier toute la population de Amdalaï, de la commune 4, pour l'accueil chaleureux qui nous a été réservé ici et pour la solidarité affirmée. La réussite de l'opération Sungalo Solidarité repose en grande partie sur l'engagement d'une équipe dynamique coordonnée par la brigade citoyenne. Nous sommes au nombre de 10 sur chaque site, composé des hommes et des femmes. Donc chaque jour, nous distribuons 300 tickets. Donc les 300 tickets, nous récupérons et nous donnons maintenant la nourriture
nourriture à la population à travers ces tickets. À Hamdalaï, le message est clair. En ce mois de Ramadan, solidarité et partage demeurent plus que jamais au cœur des relations entre autorités et population. Sur le terrain du complexe scolaire Abdoulaye Bambara de Nimorila à Kati, il est 18h45. L'appel à la prière annonçant la rupture du jeûne, c'est dans cet esprit que Sungalo Solidarité a été pensé pour rassembler les communautés musulmanes et chrétiennes autour des valeurs de partage et de fraternité. C'est une très bonne chose. Le peuple sait maintenant que ceux qui en ont plus ont la volonté de partager avec ceux qui en ont moins. Donc c'est une très belle initiative et on prie à ce que vraiment que Dieu donne longue vie au président de la transition. Quand même, nous sommes très contents vraiment de cette belle initiative. L'opération Sungalo Solidarité se poursuit activement dans plusieurs communes et quartiers du Mali. Elle mobilise également plusieurs membres du gouvernement venus partager ce moment de communion avec les populations. Au nom du ministre de la Sécurité et de la Protection civile, le secrétaire général du département a rappelé quelques valeurs fondamentales qui caractérisent le Mali. La solidarité est la clé de voûte même pour construire une société plus juste, plus humaine et très épanouie. Et vous voyez l'atmosphère, chacun est épanoui. Nous sommes très très heureux. Voyez-vous? Donc, si le président de la transition a eu cette idée, nous ne pouvons que saluer et louer fortement cette idée. L'objectif recherché, c'est d'apporter leur contribution dans le domaine de la cohésion sociale, de l'entraide entre les peuples frères du Mali. Donc je pense que l'initiative est très salutaire et nous sommes très comblés en tant que population de Kati. Sungalo Solidarité est une initiative du président de la transition. Elle permet aux autorités de partager le repas de rupture avec les populations afin de renforcer la cohésion sociale et de promouvoir le vivre ensemble au Mali. Le Mali est déclaré pays champion du pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières. C'est une reconnaissance des efforts de notre pays en matière de gestion des migrations et c'est parce que de bonnes politiques et pratiques ont été développées par les autorités. Le directeur général du Centre d'information et de gestion des migrations évoque ces initiatives dans l'émission L'invité de la semaine dont je vous propose un extrait. Il est interrogé par Sidiki Dameli. Chaque migrant qui vient, ce n'est pas seulement accompagné de la famille, c'est des kits de réinsertion qui sont donnés aux migrants. Regardez, il y a des centres qui sont aménagés. On en a à Kaï, le centre d'accueil d'orientation, on a la maison de l'extérieur à Bamako, on a le centre d'accueil d'orientation à Gao, entre autres. Et les migrants sont accueillis. Ils sont conseillés, ils sont orientés et ils sont accompagnés par ce que l'on appelle les kits de réinsertion. On le fait dans le cadre de notre partenariat qu'on a avec l'OIM. Les kits de réinsertion sont donnés aux migrants, mais également au niveau du ministère, il y a des kits importants. Par exemple, l'année passée et cette année, c'est 200 millions qui avaient été mobilisés pour soutenir des projets d'insertion des migrants de retour. Et cela a été fait. 75 projets avaient été financés cette année. L'année passée, c'était 40 projets. Et cette année, c'est 75 projets. Peut-être l'année prochaine, on pourrait financer jusqu'à plus de 100 ou 200 projets, etc. Donc, on accompagne, on est là pour les migrants. Et cela est une évidence. Ok. Monsieur le directeur, qu'il faut-il faire aujourd'hui, selon vous, pour mieux valoriser la diaspora malienne? La diaspora malienne, vous savez, son importance est évaluée et reconnue par les plus hautes autorités. Et les autorités n'aménagent aucun effort pour leur valorisation. Et cela se fait en réalité. Voilà, l'invité de la semaine à suivre après ce journal. Et c'est tout pour cette édition. Merci à l'équipe de réalisation et à vous aussi pour votre attention. Pensée spéciale à nos femmes. Bonsoir. Vas-y,
laissons derrière nous tout ce que nous avons de plus cher. Enfants, épouses, amis, pères et mères. Fièrement, nous répondons à l'appel du devoir. Pour que les déplacés et les réfugiés rentrent à la maison. Pour que nos enfants reprennent le chemin de l'école. Pour que jaillisse la lumière de la réconciliation entre les peuples, pour le Mali, pour la patrie. Cette voie, nous l'avons choisie, au prix de nos vies. Nous défendrons nos couleurs.